J'ai fait ici, donc j'ai récupéré ça sur le site d'Accélérateur, c'est juste pour vous présenter rapidement, refaire un résumé de ce qu'on peut avoir. On a une expérience native utilisateur, on accède vraiment à la partie hardware du device, on peut avoir la géolocalisation, on peut faire de la réalité augmentée, on peut faire afficher des cartes, enfin jouer avec tout ce qu'on peut nous proposer. On peut faire tout ce qui est à l'implémentation du social sharing. Aujourd'hui, on nous demande souvent quand même d'être compatible Facebook et Twitter. De plus en plus, on a par exemple l'authentification qui se fait via Facebook. Donc ça, on peut le faire. On peut directement, depuis Titanium, gérer des mini-bases de données qui vont être directement créées sur votre téléphone. Donc souvent, quand vous avez une application, vous rentrez votre login mot de passe, il faut que ce soit stocké, cette information. Elle va être stockée en base de données sur le téléphone, ça vous évitera de la renseigner, ça permet aussi de stocker des informations d'entreprise ou autres. Toute la partie multimédia, bien sûr, utilisation de l'appareil photo, de la vidéo, du son, du streaming, tout ce genre de choses qu'on utilise. La partie analytics, bon, très honnêtement, nous on n'utilise pas vraiment le Titanium Analytics, on a plutôt utilisé un module qui se branche sur Google Analytics, donc qui je trouve un peu mieux fait sur la partie restitution de données, mais on peut très simplement utiliser donc Google Analytics par exemple avec les applications Titanium. La partie Titanium Plus correspond donc au fameux module. On va trouver aujourd'hui à peu près 160 modules disponibles, gratuits ou payants, sur le marketplace Titanium. Si pour vos besoins applicatifs vous développez un module, vous pouvez vous aussi le soumettre sur le marketplace et éventuellement gagner un peu d'argent par rapport à ce module. Et enfin, des outils de développement orientés autour de Titanium Studio pour vous permettre de faciliter vos développements. Aujourd'hui, quand on part sur Titanium, un des gros points forts, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle KitchenSync, alors je vais expliquer ce qu'est KitchenSync, et la documentation en ligne. La documentation en ligne aujourd'hui est très très bien faite. Vous êtes accompagné, vous avez des exemples de bonnes façons de faire, les best practices. On a accès directement aux propriétés, aux méthodes. Enfin, pour le développeur, c'est vraiment sympathique d'utiliser cette documentation. Et autre chose qui est très intéressante quand on démarre, c'est KitchenSync. C'est quoi? C'est une application, on va dire fourre-tout, dans laquelle les développeurs de Titanium, chaque fois qu'ils développent une nouvelle fonctionnalité, quelque chose de nouveau au niveau de cette plateforme, vont vous créer une entrée dans l'application pour vous montrer comment faire. Donc c'est pas forcément comme ça que c'est le mieux codé ou autre, c'est juste pour vous montrer la fonctionnalité, pour prouver que ça fonctionne. Et en fait, vous avez directement accès au code pour iOS et pour Android, vu que c'est le même code. Vous pouvez prendre cette portion de code, la copier dans votre application et tout de suite lancer, voir comment ça fonctionne, et puis après l'adapter à vos besoins. Donc en fait, grâce à KitchenSync, en parcourant cette application, vous allez vraiment très vite dans les fonctionnalités qui vous intéressent et pour pouvoir récupérer ces bouts de code. Donc ça, c'est assez intéressant et pratique quand on développe. Des exemples d'écran d'applications faites avec Titanium. Je vous ai mis deux applications assez intéressantes parce qu'on connaît bien les acteurs. NBC, par exemple, grande chaîne de télévision américaine, qui fait toutes ses applications mobiles avec Titanium, notamment ces applications de Catch-up TV, donc pour revoir les émissions ou ce genre de choses, pour iPad, pour iOS et pour Android. Donc NBC utilise Titanium. On a eBay, donc pas l'application grand public, mais l'application corporate d'eBay utilise Titanium. Il faut savoir que eBay a investi de l'argent dans Accelerator, donc ils ont aussi développé des modules pour faciliter la vente en ligne sur eBay depuis la plateforme Titanium. On a aussi PayPal qui a investi dans Accelerator. Après, on a d'autres applications. On a Lego, par exemple, qui est assez connu. Et je vous ai mis quand même une application que nous, on a créée pour le groupe Jardiland, donc les magasins de jardinerie Jardiland qui sont assez connus sur France. Donc, vous pourrez télécharger cette application. Elle fonctionne sur iPad, sur iOS et sur Android. Ça permet un tas de choses intéressantes au niveau des magasins, des vidéos, enfin tout ça. Vous pourrez regarder. Donc, c'est juste pour vous montrer que ces applications, là, vraiment, ont un look natif. On a des vrais onglets natifs. On a les boutons de back natifs. Et on peut quand même, si on veut rendre quelque chose d'un peu moins look natif, on a quand même les onglets, mais ici, on a quelque chose d'un peu plus design, suivant le besoin. On est vraiment libre par rapport à ça. Et voilà, donc normalement, on est dans les temps à peu près. Donc si jamais vous avez des questions encore après, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. On est en face de la salle de conférence A plénière, donc juste en dessous d'ici. Et si vous avez des questions...
Déjà, moi en tant qu'utilisateur, je vais dire que les téléphones RIM, je les trouve pas trop sexy, pas très ergonomiques. Ils ont mis du temps à venir au tactile. Ils ont mis du temps à comprendre peut-être que le clavier physique adressait une population plutôt entreprise. Et quand ils sont allés sur le marché, on va dire, grand public, ils sont restés aussi avec cette notion de clavier qui était peut-être moins adaptée, avec des téléphones moins sympas. Alors, ils ont fait des bons coups de pub en prenant par exemple les Black Eyed Peas comme utilisateur BlackBerry en sponsorisant tout ça, mais je trouve qu'aujourd'hui, en fait, ils ont un train de retard par rapport à iOS et Android. Pour moi, aujourd'hui, je pense que le vrai leader, celui qui amène de la nouveauté, c'est toujours Apple. Je pense qu'ils ont vraiment encore... quand vous avez un iPhone et que vous avez l'OS sous la main, c'est fluide, ça fonctionne bien. Android arrive aujourd'hui quand même à rattraper ce retard. On est un petit peu moins performant qu'Apple parce que Google n'impose pas des choses. Google fournit l'OS et après, vous avez les fabricants qui rajoutent leurs couches, qui font un certain nombre de choses. Donc on a une ergonomie qui est moins commune à toutes les applications, donc qui fait que je trouve, en tout cas c'est mon avis personnel, mais qu'on est un peu moins fluide sur Android, mais ça va arriver. Et RIM, par contre, l'OS est vieillissant tout simplement. Je trouve qu'il y a la prochaine version de l'OS qui doit arriver dans les 6 mois ou fin d'année en fait. Peut-être que ça va amener du renouveau, mais je pense malheureusement que c'est déjà trop tard pour eux. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est un avis encore personnel, mais ils avaient vraiment une force sur le monde de l'entreprise via surtout leur BlackBerry Server qui permettait d'administrer tout un tas de choses. Aujourd'hui, on a des applications qui permettent de faire ça avec iOS et avec Android. Et les gens, il y a aussi peut-être un effet de mode, je ne sais pas, mais les gens ont envie d'avoir un iPhone, ont envie d'avoir éventuellement un Galaxy S2, S3, peu importe, mais ils n'ont pas forcément tout le temps envie d'avoir un BlackBerry. Et on a un peu le même problème avec Windows Phone, en fait, où ça démarre, mais les gens, quand ils vont acheter un téléphone en boutique, ils ne vont pas dire je vais acheter un Windows Phone, ou alors c'est vraiment des geeks orientés Microsoft qui ont vraiment envie du truc, mais ils rentrent et peut-être au début ils vont dire je veux un iPhone, après ils voient le prix, ils se disent bon, éventuellement je l'achète parce que j'ai les moyens, et puis je pense qu'ensuite ils vont vers Android parce qu'il y a des smartphones Android qui sont plutôt en attaque du marché, on va dire, et qui sont plus accessibles, et voilà. Donc je pense que c'est un peu comme ça que les gens réfléchissent aujourd'hui, en tout cas par rapport à ça. Oui. J'aimerais savoir en fait par rapport à Titanium en fait, quel est en général le décalage en fait qu'il y a entre la mise à jour d'un OS, donc d'iOS, et le support en fait sous Titanium. On a eu le cas très récemment avec iOS 5.1. Il faut savoir que quand Apple met à jour une version d'OS, non seulement il met à jour donc, le SDK, ce qu'on appelle, donc, cette version du système, et également leur environnement de développement qui permet de créer des applications qui s'appellent Xcode. Donc, quand il y a eu cette sortie du 5.1 et de Xcode, on a attendu à peu près une dizaine de jours pour qu'il y ait une nouvelle version de Titanium, à la fois du studio et du SDK, qui soit compatible en tout cas avec la nouvelle version de Xcode. Pour le iOS, ça fonctionne assez facilement, ça fonctionne tout de suite, sauf s'il y a des nouvelles fonctionnalités. Là, forcément, si, je sais pas, ils rajoutent un nouveau composant dans iOS 6 par exemple, et la prise en compte de ce nouveau composant sera vraiment fait un peu plus tard. Donc en général, c'est moins d'un mois. Dans le cas des bêtas, parce qu'en fait, sur iOS, on a la possibilité de développer déjà sur des bêtas, ce qui fait que le jour où la nouvelle mise à jour de l'OS est disponible, on a la garantie que l'application Tout à fait, oui. On développe nous aussi avec les bêtas, puisqu'on a déjà eu le cas où on nous a refusé une application parce qu'on ne l'avait pas testée sur la bêta et forcément il y avait un truc qui avait changé. Mais ça fonctionne aussi. On a quelquefois, c'est surtout la compatibilité, je veux dire, avec Xcode, parce que Titanium s'appuie sur le compilateur Xcode pour générer l'application finale, et c'est souvent cette compatibilité-là qui est un petit peu gênante. L'avantage qu'on a, c'est qu'il y a vraiment une très forte communauté de développeurs, et les développeurs d'Accelerator sont aussi là derrière. Et souvent, 2-3 heures après la sortie, s'il y a vraiment un plantage, ils nous donnent des astuces en fait, qui permettent déjà de faire fonctionner notre application. Et on a le système, ce qu'ils appellent des nightly builds. Donc tous les soirs, on a une nouvelle version bêta aussi de Titanium Studio et Titanium Mobile qui permettent, elles, par contre, d'incorporer ces modifications et de pouvoir résoudre nos problèmes, quoi. Mais c'est vrai qu'on a toujours quand même, quand on a une sortie, on a toujours un petit laps de temps qu'il faut arriver à gérer.
Oui. Qu'est-ce que vous utilisez comme simulateur pour tester vos applications? On utilise les simulateurs natifs des plateformes. Donc le simulateur, on développe aussi sur Mac en fait, parce que ça simplifie. Parce que sur Mac, on peut faire à la fois iOS et Android. Donc on utilise le simulateur iOS qui est fourni par Apple, dans le SDK Apple, et le simulateur Android qui est fourni aussi dans le SDK Android. Donc il n'y a pas de simulateur particulier, en tout cas pour Titanium. Contrairement à Flex, où il y a vraiment un simulateur qui est fourni par Flex, qui permet de simuler les devices indépendants de la plateforme. C'est-à-dire que Flex, l'avantage, vous pouvez développer de l'iOS sur PC, parce qu'il ne s'appuie pas sur le SDK. Tandis que sur Titanium, si vous voulez vraiment faire une application native, vous êtes obligé d'avoir un Mac, parce qu'il faut le SDK natif. Si vous voulez aller manger, du coup, je vous libère. Merci bien. Une petite information complémentaire, on va faire une présentation business démo à 15h35 sur l'exemple d'une application Windows Phone, si ça intéresse quelqu'un. Donc on n'est pas fâché avec Windows non plus.